Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va où aujourd'hui en politique étrangère? On va en Tunisie où ce pays ne cesse de s'enliser dans une crise politique, une crise institutionnelle dont on a évidemment du mal à voir le bout. C'est parce qu'ils avaient décidé que c'est la rue qui décide de la politique. Non, là-bas c'est tout l'inverse maintenant, puisque c'est la rue effectivement qui avait fait chuter le président Ben Ali en 2011. Et la chute de Ben Ali avait suscité d'énormes espoirs, notamment pour le peuple tunisien, puisque c'était là-bas que s'était déclenché ce qu'on avait appelé le printemps arabe, le printemps arabe qui avait ensuite abouti avec la chute d'Hosni Moubarak en Égypte, ou bien en quelque sorte qui avait été le déclencheur de la guerre en Libye, puisque les Occidentaux avaient dit que dans la suite de ces printemps arabes-là, Kadhafi avait décidé de tirer sur son peuple. Enfin bref, ça aussi c'est une autre histoire avec toutes les conséquences que ça a actuellement sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Mais pour ce qui concerne la Tunisie était celui dont, évidemment, les espoirs se sont très vite douchés, puisque après la chute de Ben Ali, il y a eu le parti Ennahda, ou si tu veux, les islamistes qui sont arrivés au pouvoir. Ennahda, c'est un parti islamiste proche des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une importante organisation politique islamiste qui est notamment soutenue par le Qatar. Et donc, Ennahda avait, jusqu'en octobre 2019, été à la tête du pays. Ils étaient à la tête du Parlement, à la tête du gouvernement et à la tête de l'exécutif. Mais évidemment, leur positionnement islamiste avait fait que la Tunisie avait rapidement rejeté, si tu veux, les positions de ce parti-là, parce qu'ils considéraient qu'ils voulaient le ramener dans un âge à une période plutôt que les Tunisiens avaient considéré comme étant révolu, parce qu'évidemment le parti Ennahda c'est un parti islamiste, donc ils veulent que si tu veux, le positionnement politique du pays soit proche des préceptes du Coran, ou bien où on applique par exemple la charia. Et donc cela avait fait que, évidemment, il va y avoir une grave crise d'abord politique qui va venir s'installer. Et puis, à partir de là, on a un homme qui s'appelle Kais Saïed, qui était un éminent spécialiste du droit constitutionnel tunisien, que la population tunisienne connaît très bien, puisque régulièrement, il intervenait à la télévision pour débattre de ces questions-là. Et c'est quelqu'un qui jouissait d'un très, très bon aura, notamment auprès de la jeunesse tunisienne, notamment de la jeunesse estudiantine tunisienne, puisque c'est quelqu'un qui est considéré comme étant quelqu'un de droit. Et lui, n'ayant pas de casserole, lorsqu'il va se lancer en octobre 2019 à la course à la présidence, évidemment, il n'avait pas les pronostics des spécialistes, mais il va, sans l'appui d'aucun parti politique, faire son bonhomme de chemin et remporter à la surprise générale, le 13 octobre 2019, la présidence de la République. Et donc, il va devenir président, mais il va devoir partager le pouvoir, toujours avec Ennahda, parce qu'il faut savoir que le 6 octobre de la même année, les élections législatives avaient fait d'Ennahda toujours le parti majoritaire avec 52 sièges à l'Assemblée des représentants du peuple, l'équivalent de notre Assemblée générale, et de l'Assemblée nationale, pardon. Et donc, à la suite de cela, il va y avoir des tensions rapidement qui vont s'installer entre le président Kaïd Raïs et évidemment le Parlement, qui est dirigé par Ghanem Ranouchi, qui est le chef d'Ennahda, qui est, comme je le dis, le chef de cette formation politique islamiste. Et donc, à partir de là, il va y avoir beaucoup de tensions, puisque les uns et les autres vont se renvoyer la balle sur l'incapacité à faire bouger les lignes au niveau du pays, et le fait que le pays va très rapidement s'enliser dans une crise qui ne décrit pas son nom. Et donc, la première chose que le président Kais Saïed va faire, c'est essayer déjà de prendre la main,
le 25 août 2020, il va nommer un gouvernement dirigé par Hichem Echidi, mais celui-ci va également continuer à être bloqué par les actions du Parlement. Et entre le 25 et le 26 juillet 2021, Kais Saïed va décider donc de suspendre le Parlement et s'arroger les pleins pouvoirs. Le 22 septembre de l'année dernière, le président va s'arroger les droits de gouverner par décret, donc sans avoir à passer par la case Parlement, et il va même s'arroger les droits de pouvoir amender, si tu veux, les lois. Et donc, ce qui va faire qu'il va ainsi bloquer, si tu veux, l'action de l'Assemblée des représentants du peuple. Et cette crise-là, et durant 8 mois, le président va diriger en quelque sorte seul le pays. Et le 6 février dernier, le président Kaïs va aller un peu plus haut en ordonnant la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il estimait que c'est une institution qui bloquait un peu le bon fonctionnement du pays. Et donc, d'un côté, on a... Évidemment, il y avait beaucoup de conseillers qui disaient au président Kais Saïed que ça faisait 8 mois déjà que l'Assemblée était suspendue par une décision, par une ordonnance spéciale prise par le président. Et ils estimaient que continuer à garder cette Assemblée-là sans qu'elle puisse travailler, et surtout que derrière, l'Assemblée avait décidé de passer un peu par la force la décision prise par le président Kais Saïed. Il ne faut pas oublier que le lundi dernier, 120 députés, essentiellement des formations de l'opposition, avaient donc décidé, grâce à l'application Zoom, de se réunir à une espèce d'assemblée plénière. Et au cours de cette dernière, ils avaient donc voté la dissolution des mesures spéciales prises par le président Kaïs, donc les dispositions qui stipulaient justement la suspension du Parlement. Et donc cet acte va être considéré comme le président Kais Saïed comme une espèce de violation de la Constitution et surtout une menace pour si tu veux, la sécurité de l'État, parce qu'il estimait que c'était une manière de vouloir déstabiliser les institutions et donc déstabiliser son pouvoir. Et il avait donc annoncé dans la foulée le fait que des poursuites devaient être faites contre certains députés qui avaient participé à cette session virtuelle, des poursuites judiciaires pour tentative de déstabilisation de l'État. Et c'est ce qui fait que dans la même foulée, donc mercredi, le 30 mars, il a donc décidé de dissoudre le Parlement parce qu'évidemment, il sentait que de ce point de vue-là, la situation n'était pas tenable. Maintenant, le problème, c'est qu'il annonce la dissolution du Parlement. Or, la Constitution tunisienne stipule qu'en cas de dissolution du Parlement, le président a 90 jours pour organiser de nouvelles élections législatives, et c'est là où le bas blesse, puisque le président Kais Saïed n'a pas annoncé de date d'organisation d'élections, et donc à ce niveau-là encore, il y a une espèce de saut dans l'inconnu, puisque maintenant on n'a plus de Parlement. Il ne faut pas aussi oublier qu'il avait dissous le gouvernement, et donc toujours par le biais de ses pouvoirs spéciaux qui s'étaient octroyés, il avait donc décidé de diriger lui-même le Conseil des ministres. Et donc, il n'y a plus de Premier ministre, et donc il occupe les deux fonctions. Donc, tout ça, évidemment, laisse dire à l'opposition, maintenant qu'elle soit islamiste ou non, il y a une espèce de fédération de toutes les oppositions au président Kais Saïed, qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, il fait, sur le plan politique, l'unanimité contre lui. Malheureusement pour les hommes politiques tunisiens, il y a une espèce d'indifférence générale dans la population qui estime que déjà depuis des années, enfin depuis le début du printemps arabe, les hommes politiques n'ont pas été en capacité de pouvoir ramener le pays sur les bons rails, et que eux ils estiment que comme et ça c'est ce qui est assez surprenant, c'est qu'en dépit de cette espèce de personnification du pouvoir, de cette concentration des pouvoirs entre les mains de Kais Saïed, eh ben, les Tunisiens semblent être un peu résignés, puisqu'ils estiment que lui étant quelqu'un qui n'a pas de casserole, et jusqu'à présent il ne lui reproche rien, et donc ils estiment que s'il a besoin de plus de pouvoir pour faire avancer le pays, et donc par conséquent on doit les lui accorder. Et ce qui fait que inconsciemment, eh ben, en fait, les Tunisiens reviennent un peu à l'ère du président Ben Ali, où celui-ci avait quasiment, même si constitutionnellement il n'était pas à la tête les différents organes, que ce soit législatif ou judiciaire, mais néanmoins son influence était très forte sur les deux autres
c'est sur ces deux autres organes-là. Et donc, on a une espèce de retour à l'époque de Ben Ali, où il y avait un président omnipotent et qui dominait, si tu veux, la scène, que ce soit politique, législative ou judiciaire. Et c'est vers cette espèce de scénario à la Ben Ali là que l'on s'achemine, aux grandes dames de l'opposition politique, aux grandes dames de la société civile, notamment, qui s'étaient battues pour justement mettre fin à cette espèce de tyrannie. Et le pire, c'est qu'on ne semble pas voir le bout du tunnel, puisque le président Kais Saïed, même s'il explique le fait qu'il s'arroge tous ces pouvoirs-là parce qu'il en a besoin pour faire avancer le pays, ce qui, semble-t-il, me paraît difficile à croire, mais néanmoins, malheureusement pour les hommes politiques, la classe, disons l'opinion publique fatiguée, si tu veux, des promesses non tenues des hommes politiques, fatiguée de l'incapacité de la classe politique à pouvoir s'entendre pour pouvoir mettre en place un programme de développement commun ou autre. Donc, eux, ils sont résignés et se disent le président Kais Saïed n'a qu'à continuer, disons, sa concentration de tous les pouvoirs. Et donc ça, évidemment, ça inquiète énormément les observateurs de la vie politique tunisienne, puisqu'on se demande, on a l'impression de se dire que 11 ans à peine plus tard, on a l'impression de faire un retour à la case départ, avec tous les risques de dérapage que cela pourrait entraîner, aussi bien de la part des militants d'Ennahda que de la part des militants des partis non islamistes, que de la part des partisans de Kais Saïed. Et évidemment, ça reste particulièrement inquiétant, d'autant plus que la Tunisie est toujours enlisée dans la crise post-Covid, crise économique, avec une crise aussi qui risque d'être aggravée avec la situation en Ukraine. Il ne faut pas oublier que la Tunisie est un gros importateur de blé russe, et donc la tension en Ukraine fait planer le risque d'une pénurie de produits agricoles russes sur le marché tunisien, avec toutes les conséquences sociales que cela pourrait avoir, et voire même une possible montée de la colère maintenant de la rue, avec toutes les conséquences que l'on a déjà connues et qui avaient entraîné en 2011 notamment la chute du président Ben Ali. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on était du côté de la Tunisie. Restez sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da fraîchement. Urban FM 104.5.